Peu importe où tu vis aujourd'hui, c'est d'ici que tu viens. La grande vallée du Rift de Tanzanie, le berceau de l'humanité. Et parmi tous les humains vivants aujourd'hui, aucun ne vit comme le faisait notre tout premier ancêtre, aussi fidèlement que les Hadzabe. Ils sont l'un des derniers vrais chasseurs-cueilleurs sur Terre. Dans un monde façonné par la ville, l'agriculture et l'industrie, seules quelques centaines de Hadzabe dépendent encore entièrement des ressources de la nature, vivant sans ferme, sans bétail, ni habitation permanente. Notre recherche des origines humaines ne commence pas dans un livre ou un musée, mais ici, avec les personnes qui pratiquent encore le mode de vie le plus ancien pour remonter notre passé. Nous commençons avec ceux qui sont en vie aujourd'hui, construisant un arbre généalogique à travers le temps. Génétiquement parlant, les Hadzabe remontent jusqu'aux premiers humains ayant vécu en Afrique de l'Est. Ils vivent à cet endroit depuis des centaines de milliers d'années, en lien continu avec la Terre. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, peu de gens restent aussi étroitement liés à la nature qu'eux. Les Hadzabe ne possèdent pas la terre. Pour eux, elle appartient aux animaux, aux arbres, à l'esprit de ceux qui sont venus avant. Ils ne font que l'emprunter pour un temps. Nous, les Hadzabe, vivons dans la forêt. Nous construisons nos maisons, ici dans la brousse. Nous nous réveillons le matin et partons chasser. Nous ne cultivons pas, nous n'élevons pas de bétail. La forêt nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais aujourd'hui, leur mode de vie est menacé. Les Hadzabe font face à une crise agraire, une crise politique, une crise de développement. La terre qui les a soutenus pendant des générations est en train d'être perdue au profit de l'agriculture, des projets de conservation et de l'expansion moderne. Ils ont vécu ici plus longtemps que tout autre groupe de personnes n'a vécu en un seul endroit sur Terre. Lorsque les pyramides égyptiennes ont été achevées, les Hadzabe étaient déjà ici depuis plus de 50 000 ans. Et maintenant, cet ancien mode de vie se trouve au bord de l'extinction. Pendant des milliers d'années, ils ont mangé uniquement ce qu'ils chassaient et récoltaient. Aujourd'hui, ils goûtent quelque chose de différent. Et bientôt, ils vivront quelque chose d'autre pour la première fois. Pour nous, ces choses sont ordinaires, mais pour eux, elles sont nouvelles, étranges, inconnues. Et pourtant, dans la grande histoire de l'humanité, ce ne sont pas les Hadzabe qui sont nouveaux, c'est nous. La vie ici est simple, mais exigeante. Chaque jour commence avec le même objectif, trouver de la nourriture. Les Hadzabe ne cultivent pas, ils n'élèvent pas de bétail. Ils prennent seulement ce que la nature fournit, survivant comme les humains le faisaient autrefois pendant des milliers d'années. La chasse est leur mode de vie, leur tradition la plus profonde. Chaque pas, chaque mouvement est guidé par l'instinct et le savoir transmis de génération en génération. Quand nous nous réveillons le matin, nous allons dans la forêt. Il ne s'est jamais passé un jour sans que nous obtenions de la viande. La terre nous donne ce dont nous avons besoin. Nous devons juste savoir où chercher. Le koudou est passé par ici. Regarde, la trace est encore fraîche. Peut-être il y a 1 heure. Leur connaissance de la terre est inégalée. Ils lisent le sol, le vent, la trajectoire des oiseaux.
Ils se déplacent avec précision, leurs arcs prêts. Mon père m'a appris à chasser quand j'étais un garçon. D'abord, tu dois apprendre les animaux, comment ils marchent, où ils boivent de l'eau, ce qu'ils mangent. Tu dois être patient. L'animal ne te voit pas, ne t'entend pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un seul tir bien placé peut faire tomber même le plus grand des animaux. Nous chassons les singes, les antilopes, les buffles et les oiseaux. Le poison agit rapidement. Mais nous suivons l'animal pour être sûr que rien ne soit gaspillé. Nous mangeons la viande, nous utilisons la peau et nous partageons avec tout le monde. La chasse n'est pas seulement une question d'habileté, c'est une question de respect. Les Hadzabe ne prennent que ce dont ils ont besoin, jamais plus. Il n'y a pas de stockage, pas de mise en réserve pour l'avenir. La terre pourvoit et ils ont confiance. Elle le fera toujours. Nous mangeons ce que donnent les arbres. Le baobab représente notre nourriture la plus forte. Il nous donne de la force et il ne manque jamais. Même quand la pluie ne vient pas, le baobab est toujours là. Le régime alimentaire des Hadzabe change avec les saisons. Quand la viande devient rare, ils comptent sur les baies, les tubercules et le miel. Ils savent quelles plantes guérissent, quelles racines peuvent être mangées, quels arbres donneront des fruits même pendant les mois les plus secs. Le miel représente notre préféré. Quand nous en trouvons, nous sommes heureux. Les abeilles ne nous aiment pas, mais nous sommes plus rapides. Nous prenons ce dont nous avons besoin et laissons le reste. C'est ça la vie pour les Hadzabe. Un cycle constant de chasse, de cueillette, en mouvement avec la terre. Ils n'ont pas de maison fixe, pas de ferme, pas de bétail. Juste la terre sous leurs pieds et le ciel au-dessus de leur tête. Mais survivre n'est pas toujours facile. La terre change. Le monde au-delà de la forêt se referme. Parfois, nous trouvons moins d'animaux. Parfois, l'eau est loin. Mais nous avons toujours vécu ainsi. La forêt prend soin de nous. Pour l'instant, les Hadzabe continuent comme ils l'ont toujours fait, vivant de la terre, suivant les voies de leurs ancêtres. Mais pour combien de temps encore? Pour eux, la chasse n'est pas seulement un moyen de trouver de la nourriture. C'est un mode de vie. C'est une compétence, une tradition et une survie tissées ensemble. Ils chassent comme leurs ancêtres le faisaient, avec des arcs taillés dans des arbres locaux et des flèches à pointe empoisonnée. Chaque partie de la chasse est précise, perfectionnée à travers les générations. Leurs armes sont simples, mais mortelles. Les arcs sont fabriqués à partir du bois solide et flexible de l'arbre comifora. La corde, fabriquée à partir de tendons d'animaux, peut supporter la tension nécessaire pour abattre de grands animaux. Et les flèches, l'outil le plus mortel de tous. Le poison est extrait d'un arbuste appelé rose du désert. Il pénètre dans le sang de l'animal, le ralentit, l'affaiblit. Un seul tir bien placé suffit à abattre un koudou, un buffle, voire un lion. Un chasseur expérimenté ne se fie pas uniquement à la vue. Il écoute les oiseaux, il sent le vent, il voit ce que les autres ne voient pas. La branche cassée, le léger dérangement dans la terre, le silence feutré de la forêt avant une embuscade. Le lion peut suivre tes traces et te retrouver là où tu es. Alors tu dois être très prudent. Quand nous chassons, nous ne cherchons pas seulement des animaux, nous surveillons aussi ceux qui nous surveillent.
Quand le tir est précis, l'animal ne souffre pas. Le poison agit rapidement, mais la chasse n'est pas encore terminée. Les chasseurs suivent la trace de l'animal, se déplaçant rapidement à travers les broussailles. Bientôt, ils le retrouvent, une grande chèvre de jungle. J'ai déjà rencontré un léopard et je l'ai tué. Sa viande est délicieuse, mais ce n'est pas comme une chèvre. Il se défend. Tu dois être prêt. Les Hadzabe ne gaspillent rien. La viande sera rôtie sur un feu ouvert. La peau sera utilisée pour des vêtements, pour la literie. Même les os ne seront pas inutilisés. Mais d'abord, ils doivent faire du feu. Il n'y a pas d'allumettes ici, pas de briquet. Le feu est fait à la main, avec de l'habileté. C'est un art transmis de père en fils, de mère en fille. Sans feu, il n'y a pas de nourriture. Sans feu, il n'y a pas de vie. C'est comme ça que nous avons toujours cuisiné. Nous n'utilisons pas d'épices, juste du feu et de la viande, c'est suffisant. La première bouchée revient toujours au chasseur qui a fait la mise à mort. C'est un signe de respect. Ensuite, le reste est partagé, également, équitablement. Il n'y a pas d'accumulation ni avidité. Dans la culture Hadzabe, la nourriture est pour la tribu, pas pour l'individu. Quand nous n'attrapons pas d'animal, nous mangeons le fruit du baobab. Nous mangeons du miel, nous mangeons ce que la terre nous offre, mais quand nous attrapons quelque chose, nous célébrons. Ce soir, il y a de la nourriture. Ce soir, il y a des rires. Mais demain, la chasse recommence. Car pour les Hadzabe, la terre ne donne pas gratuitement. Il faut la mériter jour après jour, comme cela se fait depuis des milliers d'années. Chez les Hadzabe, la vie est simple, mais profondément ancrée dans la tradition. Leurs coutumes sont restées inchangées depuis des générations, transmises par le récit, par la parole, pas à travers des livres ou des archives écrites. Dans la société Hadzabe, les décisions se prennent ensemble. Il n'y a ni chef ni dirigeante. Mais les rôles sont bien compris. Les hommes chassent, les femmes ramassent. Et ensemble, ils perpétuent leur mode de vie. Les femmes font beaucoup de choses. Nous nous occupons des enfants, nous ramassons la nourriture, nous cuisinons, les hommes chassent. Oui, mais nous veillons à ce qu'il y ait toujours quelque chose à manger. Sans nous, il n'y a pas de maison. Pour les hommes, la chasse ne consiste pas seulement à se nourrir. Il s'agit de prouver leur valeur, de garantir leur place dans la communauté. Et nulle part cela n'est plus important que dans le mariage, chez les Hadzabe. Un homme ne propose pas de bétail ou de l'or pour une femme. Au lieu de cela, il doit prouver sa valeur par la compétence, par la force. Il doit apporter du miel et un singe mâle à ses beaux-parents, un test de sa capacité à subvenir aux besoins. Dans notre culture, la dot doit être payée. De manière unique, nous payons nos beaux-parents en tuant des singes et en leur apportant du miel. C'est ainsi que nous montrons que nous sommes prêts, que nous pouvons prendre soin d'une femme, d'une famille. Le miel est sacré, ce n'est pas juste de la nourriture. C'est un cadeau, un symbole de douceur et de prospérité. Apporter du miel, c'est apporter la vie. Mais la deuxième partie du test est plus difficile. Un homme doit chasser un singe, une créature rapide, intelligente et difficile à attraper. Il ne s'agit pas seulement de la chasse. Il s'agit de patience, de compétence, de détermination. Quand j'aime une femme, je tue un singe mâle
et j'apporte un récipient de miel à mes beaux-parents. C'est ainsi que cela a toujours été. Si un homme ne peut pas faire cela, comment nourrira-t-il ses enfants? Comment gardera-t-il sa famille forte? Une fois le test terminé, l'homme peut prendre une épouse, mais le mariage, chez les Hadzabe, n'est pas comme celui du reste du monde. Il n'y a pas de grande cérémonie, pas de contrat. Un homme et une femme décident simplement qu'ils sont faits pour être ensemble, et c'est ce qu'ils font. Nous nous choisissons mutuellement. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pas de prêtre, pas de papier, juste nous. Si nous sommes heureux, nous restons. Si ce n'est pas le cas, nous partons chacun de notre côté. C'est un système basé sur la liberté ou le respect mutuel. Il n'y a pas d'union forcée, pas de dot, juste la simple compréhension que la vie est meilleure lorsqu'elle est partagée. Nous n'écrivons pas les choses, nous racontons des histoires. C'est ainsi que nous nous souvenons, c'est ainsi que nous enseignons. Si nous oublions, alors nous sommes perdus. Chez les Hadzabe, la connaissance n'est pas enseignée à l'école. Elle n'est pas écrite dans des livres. Elle est parlée, partagée, transmise des aînés aux enfants, de génération en génération. Même leur langue, le Hadzan, n'est pas destinée à être écrite. Elle est purement orale, vous ne pouvez pas l'écrire. Elle vit dans la voix, dans le rythme de la parole, dans la mémoire de ceux qui la parlent. Ils apprennent en observant, en écoutant. Ils apprennent les noms de chaque plante, de chaque animal. Ils apprennent les noms des choses. Ils apprennent à suivre des traces, à trouver de l'eau, à faire du feu. Ils apprennent les chansons de leur peuple. Les histoires de leurs ancêtres. Pour les Hadzabe, la vie ne se mesure pas en largeur, mais en connaissance, en habileté, dans la force de leur communauté. Nous vivons ensemble, nous mangeons ensemble, nous nous déplaçons ensemble. Nous ne possédons pas de terre. La forêt est notre maison. Nous en prenons soin et elle prend soin de nous. C'est ainsi que les Hadzabe vivent depuis des milliers d'années. Une vie de simplicité, de tradition, une connexion profonde à la terre et les uns aux autres. Mais le monde extérieur change, et bientôt, ils devront peut-être changer avec lui. Pour les Hadzabe, la terre n'est pas quelque chose à posséder, c'est quelque chose à respecter, à traverser, à vivre avec. Contrairement au monde extérieur, où les frontières et les clôtures divisent les gens, les Hadzabe errent librement, comme ils l'ont toujours fait. La terre sous leurs pieds est leur maison, et elle le sera toujours. Ils ne construisent pas de maison permanente. Ils ne marquent pas leur territoire. La terre ne leur appartient pas. Ils appartiennent à la terre. Nous ne possédons pas la terre. Nous parcourons les forêts. Là où il y a de la nourriture, là où il y a de l'eau, c'est là que nous restons. Lorsque la terre ne fournit plus, nous bougeons. C'est notre manière. Les Hadzabe ne prennent que ce dont ils ont besoin. Jamais plus. Il n'y a pas de magasin, pas de stockage, pas de gaspillage. S'il y a de la nourriture, ils mangent. S'il n'y en a pas, ils attendent, sachant que la terre fournira à nouveau. Mais cette profonde connexion à la nature n'est pas seulement une question de survie. Elle est spirituelle, tissée dans leurs histoires, leurs chansons, leurs traditions. Et elle n'est jamais aussi présente qu'en mort. Lorsqu'un Hadzabe meurt, il n'y a pas de pierres tombales, pas de monuments. Leur corps retourne à la terre, tout comme les ancêtres avant eux. Ils croient que la mort n'est pas une fin, mais un retour. L'âme ne reste pas, mais continue, se joignant à l'esprit de la terre, au vent, aux animaux. Quand l'un de nos membres meurt, nous l'enterrons, puis nous partons construire un nouvel abri ailleurs. C'est un mauvais présage de rester. Les esprits doivent être laissés
en paix. Et alors, ils repartent. Un nouveau foyer, une nouvelle installation. Ils ne pleurent pas comme les autres. Il n'y a pas de longs rituels, pas de cérémonies élaborées. Pour eux, la mort fait simplement partie de la vie, un cycle qui dure depuis des milliers d'années. Les Hadzabe ne s'attachent pas au passé. Ils vivent dans le présent, allant de l'avant, toujours de l'avant. Leur mode de vie a perduré pendant des générations, inchangé, intact. Mais le monde autour d'eux change. La terre qu'ils appellent chez eux depuis des milliers d'années disparaît. Et bientôt, ils n'auront peut-être plus nulle part où aller. Depuis des milliers d'années, les Hadzabe ont vécu comme leurs ancêtres, chassant, cueillant, se déplaçant librement avec la terre. Mais maintenant, cette terre disparaît. L'agriculture, les lois de conservation et les établissements modernes les repoussent aux marges de leur propre foyer. Les forêts s'amincissent, les animaux s'éloignent de plus en plus. L'équilibre qui les a soutenus pendant des générations est en train de changer. Là où il y avait autrefois des animaux, il y a maintenant des champs. Les arbres où nous trouvions du miel, où nous trouvions refuge, ils ont disparu. Autrefois, les Hadzabe pouvaient se déplacer librement, suivant le rythme des saisons. Aujourd'hui, la terre est divisée, la propriété est revendiquée. Et chaque année, il y a de moins en moins d'espace pour leur mode de vie. Il y a moins d'animaux maintenant. Nous devons marcher de plus en plus loin pour chasser. Parfois, nous revenons sans rien. Autrefois, cela ne se produisait pas. La terre nous donnait ce dont nous avions besoin. Maintenant, c'est différent. Le gouvernement appelle cela le progrès. Mais pour les Hadzabe, c'est autre chose. Ici, dans ces camps, ils ne chassent pas. Ils ne cueillent pas. Certains prennent des petits emplois chez des fermiers ou vendent des perles aux touristes. D'autres restent simplement assis à attendre. Ce n'est pas leur manière de vivre. Nos anciens ont été décimés par la maladie. Même quand tu pars à la chasse, tu y vas seul. Ce n'est plus comme avant. Certains d'entre nous restent au village, mais nous ne sommes pas heureux là-bas. Nous sommes Hadzabe. Nous appartenons à la terre. Pour beaucoup, le choix est clair. Ils quittent les villages, ils retournent à la forêt, à la vie qu'ils connaissent. Mais même dans la nature, ils ne sont pas en sécurité. De nouvelles lois restreignent les endroits où ils peuvent chasser. Les zones de conservation, autrefois ouvertes pour eux. Maintenant, elles sont interdites. Les lois contre le braconnage censées protéger les animaux en danger ont plutôt criminalisé leur mode de vie. Ils disent que nous ne pouvons pas chasser ici. Ils disent que c'est illégal, mais ceci c'est notre maison. C'est ainsi que nous avons toujours vécu. Si nous ne pouvons pas chasser, comment allons-nous survivre? Pour les étrangers, ce sont des intrus, des braconniers. Mais pour les Hadzabe, ils sont simplement des chasseurs faisant ce que leurs pères et grands-pères faisaient avant eux. Le monde se referme. Et pour la première fois, les Hadzabe font face à un avenir où leur mode de vie pourrait ne pas survivre. Que se passe-t-il lorsque le dernier chasseur-cueilleur ne peut plus chasser? Lorsque les forêts ont disparu? Lorsque les animaux ont disparu? Pour les Hadzabe, la réponse est incertaine. Mais une chose est claire, le monde qu'ils ont connu pendant des générations est en train de disparaître, et avec lui, une partie de nous tous. Les Hadzabe vivent ainsi depuis des milliers d'années, se déplaçant avec les saisons, ne prenant que ce dont ils ont besoin, vivant en harmonie avec la terre. Mais combien de temps encore peuvent-ils tenir? À mesure que le monde change, les pressions sur eux aussi. La forêt devient plus petite, les rivières s'assèchent, les lois se resserrent, le choix devient étroit, et la question persiste. Les Hadzabe vont-ils survivre?
Ils disent que nous devons changer. Ils disent que nous ne pouvons pas vivre ainsi pour toujours. Mais si nous ne chassons pas, si nous ne nous déplaçons pas avec la terre, alors qui sommes-nous? Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne voulons pas de leur mode de vie. Nous ne voulons pas posséder de terre pour construire des murs. Nous voulons vivre comme nous l'avons toujours fait. Mais maintenant, c'est plus difficile. Chaque année, c'est plus difficile. Pour certains, l'adaptation signifie la survie. Pour d'autres, cela signifie la perte. S'ils restent dans les villages, ils perdent leur liberté. S'ils retournent dans la forêt, ils risquent d'être chassés. Il y a un espoir, la reconnaissance. Les Hadzabe doivent obtenir le droit sur leur terre. Ils doivent être protégés non seulement en tant que peuple, mais en tant que mode de vie qui porte la mémoire des premiers ancêtres de l'humanité. Nous ne demandons pas grand-chose, seulement cette terre. C'est notre maison, c'est ici que nous appartenons. Si vous l'emportez, vous nous prenez tout. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons ceci. Nous ne disparaîtrons pas tant que la terre sera là, tant que les animaux courront encore, tant que le feu brûlera encore, nous serons là. Nous sommes Hadzabe. Le monde avance, les villes se lèvent, les routes percent la nature sauvage. Mais ici, sous le ciel ouvert, au cœur de l'Afrique, un peuple vit encore comme il le faisait autrefois, comme nous tous l'avons fait autrefois. Et peut-être que dans la lutte pour survivre, il nous rappelle quelque chose que nous avons longtemps oublié. Les Hadzabe continuent de se battre pour leur terre et leur droit à vivre comme chasseurs-cueilleurs. Leur avenir reste incertain. Ce qui se passera ensuite déterminera si l'un des derniers peuples libres de la Terre pourra continuer son mode de vie ou s'il disparaîtra dans l'histoire. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner. Down.